Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en série marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Autour de la table avec moi pour cette émission, préférez voir un AKCA plutôt qu'un Barça Real, c'est son choix et le nôtre aussi. Le capitaine d'actu Romain vous accompagne ce soir. Salut Romain. Salut tout le monde, bonsoir à tous. Il a parié que Bonnet marquerait sur penalty obtenu par Thierry samedi soir. Le maître des cotes a encore parlé. Flo est des nôtres également. Salut Flo. Bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, Lyon n'est pas si mauvais. Retour sur Auxerre Hack. Une partie corsetée. Débrief de Hack Ajaccio. Activez-vous, la rubrique des auditeurs internautes. Et notre dernier sujet, les abonnés ont la parole. Au Hack, la com muscle son jeu. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 28, c'est parti. Semaine à 2 matchs, messieurs, on en a l'habitude, ça fait déjà 2-3 fois que c'est arrivé là sur le dernier mois. Ça avait commencé la dernière fois avec une victoire à Caen, donc on n'allait pas s'en plaindre. Le résultat n'a pas été aussi bon à Auxerre, mais on a vu un match plaisant lundi dernier. Pour un match nul, un partout à la baie des Champs. Match plaisant, je disais, Auxerre ouvre le score sur une transition rapide suite de Pasqui, grande époque de Giroud qui était dans le retour. Et au final, on s'accroche, on marque un point et on a vu surtout un bon match. Romain, on va commencer avec toi. Bon match à la baie des Champs lundi dernier. Le hack aux deux visages et on a vu le bon visage, celui qu'on aime voir. Tellement de saisons que ça dure ce hack aux deux visages que c'est vraiment inexplicable ce phénomène. Mais effectivement, lundi soir c'était super plaisant et on a senti des Havrais concernés, concentrés, tout ce qu'il fallait dès le début de la rencontre. Des retours de joueurs qu'on n'avait pas vus depuis un moment. Voilà, on a vraiment senti une équipe soudée qui travaillait ensemble, que ce soit en défense, en attaque. C'était un match très très plaisant. Florian, pour toi aussi, tu as pris du plaisir lundi dernier à voir le match à Auxerre. Ouais, c'est le match que j'ai préféré regarder en termes de jeu cette saison. Beaucoup de duels gagnés, de l'intensité à peu près de tous les niveaux du terrain. Bon, niveau occasion, on repassera parce que sur l'ensemble du match, il n'y a qu'un tir cadré. Donc 0 en première mi-temps. Donc c'est peut-être bizarre de se prendre du plaisir sur un match où il y a peu de tirs cadrés. Mais bon, on va dire qu'avec le hack cette saison, on se contente de peu. Mais c'était vraiment plaisant au niveau jeu. J'ai beaucoup aimé le rôle de Bonnet, qui se trouvait souvent entre les lignes et qui était trouvé quasiment tout le temps par Lécal ou Pasqui. Donc ouais, non, ça sentait un bon niveau de jeu. Après, bon, on se prend un but bête, qu'on paye cash contre une équipe qui n'était pas en forme. Ils étaient sur 4 matchs sans victoire. Donc avec nous, ça faisait 5. Donc on en a profité, tant mieux, c'est un bon point pris à l'extérieur. Je parlais moi d'Alex Bonnet, il y a un joueur aussi qui a été sorti du formol, c'est Quentin Cornet qui est revenu en grâce aux yeux de Paul Le Guen. On a vu dans ses interviews, bon, c'était une interview qui peut être prise dans différents sens. On a vu certains sont plutôt contents de voir que le travail paye et que d'autres remettent sur le fait qu'il a besoin de se motiver lui-même pour rejouer dans l'équipe et que c'était un petit peu étonnant. Mais en tout cas, il a fait un bon match à Auxerre. C'est bien. On compte sur des joueurs comme lui, de toute façon, pour obtenir un semblant de résultat. On a vu le résultat obtenu. C'était plutôt pas mal. Et on a eu droit à la spéciale à notre niveau. Penalty obtenu par Jamal Thiaré et conclu par Alex Bonnet qui enchaîne les buts là récemment. Hackstat avait sorti une statistique intéressante sur les buts marqués par Alexandre Bonnet qui justement en était à 4 buts en 73 matchs avant sa remise en route et qui là a un rythme assez impressionnant. Romain, tu opines du chef. On était là à 4 buts en 5 matchs. Là, avec le match de samedi, on doit être à 5 en 6. C'est assez impressionnant pour un joueur qui n'était pas réputé pour être un goléador, mais ça confirme que le renouveau du hack est passé par Alexandre Bonnet. Oui, c'est clair. Depuis sa rentrée à Toulouse, il est là, il reste là et c'est le patron, clairement. Là, on a fait appel à la triplette, passe de Cornet, Thierry qui trouve la profondeur et qui va chercher un penalty et transformé par Alexandre Bonnet. C'est ce qui a fait mouche sur le match à Auxerre. Bon, c'est vrai qu'on prend un but un peu bête quand même sur une perte de balle de Jean-Pascal Fontaine. On a aussi Koulibaly
qui est en tort sur le but, hein, qui est pas sur son joueur. Bon, c'est vrai que je trouvais que vraiment l'effectif d'Auxerre était un des plus beaux qu'on a rencontré cette saison. Enfin, vraiment, je trouve l'effectif d'Auxerre très, très impressionnant. Euh, le match aurait pu tourner dans les deux sens. Je sais pas, on a eu chaud quand même. On a eu chaud quand même. C'est un très bon point pris à Auxerre. Mais j'ai quand même aimé la mentalité, j'ai aimé encore une fois les Havrais dans ce qu'ils ont démontré lundi à Auxerre. Florian, on rebondit tout de suite sur ce que Romain a dit. Au niveau des, ça aurait pu basculer, ça aurait pu vraiment basculer dans les deux sens. Après l'égalisation du HAC, on a senti qu'il y avait vraiment, peut-être pas des occasions, mais en tout cas des possibilités de pouvoir aller accrocher peut-être mieux. Et on s'est fait très, très peur jusqu'à la dernière minute, ou même juste avant le coup de sifflet final, on a une belle occasion au Serrois qui a failli aller au fond et nous faire donner beaucoup de regrets équivalents à ceux qu'on aurait pu avoir à Toulouse. On connaît bien nos Havrais, hein, dans les dernières minutes, souvent c'est tous derrière et on défend. Mais c'est vrai on aurait pu avoir mieux, on aurait pu avoir pire. Donc au final, est-ce que c'est un résultat logique? Je pense. Après, quand on regarde les stats, je sais que le football n'est pas qu'un sport de stats, mais c'est quand même. On a eu beaucoup de tirs, pas beaucoup de cadrés. Pour la petite anecdote, le match se finit. Je parle avec un ami, il m'a dit bah dis, t'as dû te faire chier devant le match, un tir cadré. Et je lui ai dit bah étonnamment non. Donc, euh, donc ça, je sais pas si c'est vraiment un bon match du hack ou si on se contente de peu. Mais ouais, c'est une sensation étrange. Même moi, en prenant du recul, je me dis comment j'ai pu trouver le match plaisant. Donc ça résume aussi que le football ne se joue pas qu'aux stats, mais aussi dans les intentions de jeu. Après, ça revient toujours au même sujet. On sait ce qui nous manque. On sait nos forces, on connaît nos faiblesses. Évidemment, les faiblesses sont toujours les mêmes. Et on reviendra plus tard sur cette faiblesse qui est notre attaque et notre création surtout. Ok, bah écoutez messieurs, je pense que nous avons fait le tour sur ce joli match qui a eu lieu dans Lyon lundi dernier. On va attaquer un morceau un peu plus différent avec la partie qui a eu lieu samedi soir face à Ajaccio. Débrief de HAC Ajaccio, c'est parti. Autant le match à Auxerre était plaisant, autant celui face à Ajaccio a été pénible. On a eu un match peu emballant. Ajaccio touche du bois et nous fait très très peur. Mais la fameuse spéciale Thierry Bonnet qui a tant fait plaisir au niveau du site de Paris de Florian est encore passée cette fois-ci. Je voulais voir avec vous, messieurs, hormis l'action de Jamal Thierry en première période qui donne l'avantage, est-ce que vous avez vu quelque chose? Romain, je te vois opiner. On va commencer avec toi. On aurait pu se passer de voir cette première mi-temps? Franchement, ouais. Enfin, encore une fois, on comprend pas. Je discutais avec Benoît Donquet dans la semaine, qui avait fait un article très optimiste dans Paris Normandie. Que je reconnaissais son optimisme et je lui dis mais attention il va falloir confirmer une nouvelle fois samedi contre Ajaccio parce qu'on n'arrive pas du tout à confirmer depuis le début de saison, on n'arrive pas à enchaîner deux matchs et rebelote quoi, voilà, ça se voit dès le début du match, on n'est pas du tout dans la même intensité, la même mentalité. Je veux dire, on a joué sur tout le match, on a joué 15 minutes où on a vraiment joué 15-20 minutes. Allez, mais le début du match, c'était mais on s'est fait manger pendant les 20 premières minutes. D'abord, bon, on ouvre le score, encore une spéciale, obligé. Enfin, on peut pas ouvrir le score dans le jeu, c'est pas possible. Et je rajoute que la spéciale, on l'a parce que le défenseur d'Ajaccio est particulièrement idiot, parce que normalement, dans la situation dans laquelle Thierry se met, ok, il peut pas perdre le ballon, mais par contre, il peut rien en faire. Et donc, Ouais, on remercie Kaloulou de sa stupidité. il est scellé, Thierry, sur cette action-là. C'est sûr qu'il peut rien faire. Et donc, on utilise encore une fois, c'est même la triplette. Hein. C'est encore une fois Cornet à la passe, Thierry au penalty et Bonnet qui transforme encore une fois. Non, la première mi-temps, je retiens rien de particulier. Hein. Franchement, c'était déjà long en première mi-temps. Florian, je voulais voir avec toi parce que tu avais mis justement en parole on n'en a pas parlé, c'est que l'entraîneur d'Auxerre, Jean-Marc Follon, avait dit qu'il fallait faire attention avec Jamal Thierry sur son jeu de tête, et tu avais ironiquement dit, bah oui, il faut mieux s'occuper de sa tête que de ses pieds, parce qu'avec ses pieds, on était plutôt tranquille. Qu'est-ce qu'on fait de cette attaque qui est malheureusement famélique et qui ne nous procure aucun plaisir?
Personnellement, on le sentait venir, on connaît c'est un petit peu un adage à vrai. Tu fais un bon match à l'extérieur, à domicile, c'est la cata pour pas être mal poli. On le sentait tous venir sans forcément y croire, mais on savait que ça allait arriver. Mayembo qui revient, Koulibaly qui sort, on se dit que bon, Koulibaly, il faisait pas des très bons matchs, donc pourquoi pas. Défense à 3 au début, mais surtout à 5 sur la phase défensive. Début de match très timide des deux côtés, ensuite c'est Ajaccio qui a dominé. On se prend, enfin, on marque sur un péno qui, pour moi, alors certes, l'Ajaxien est un peu bête sur l'idée, mais je suis pas sûr qu'il y ait faute. Enfin, ou alors elle est très 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 légère. On va pas se plaindre, hein, parce que sinon on perdrait le match. Non, heureusement qu'il y a. C'est bizarre à dire, mais heureusement qu'il y a déjà mal, quoi. Parce que je suis pas sûr que d'autres attaquants arriveraient à prendre autant de pénaux. Ensuite, en deuxième mi-temps, le néant de tirs encadrés. Pour la petite stat, je l'ai noté, en 2 matchs, on a 4 tirs cadrés. Voilà. Un par mi-temps. C'est un peu. Oui, puis encore, il y a des mi-temps, on en a vraiment pas. Donc, ouais, non, c'est dur. Et puis, quand on voit la deuxième mi-temps, on passe changement, on passe en 5-4-1 à 20 minutes de la fin. On dit, déjà qu'on n'a pas vu grand-chose, on verra pas grand-chose. Et bizarrement, on se prend un but et 3 dernières minutes, le temps additionnel, ça joue. Même le commentateur était surpris. Donc, je pense que ça doit être un problème mental parce qu'on les voit jouer souvent contre des équipes plutôt, je vais pas dire costauds, mais correctes. Et contre des équipes à peu près de leur niveau, ça commence à avoir peur. Donc je pense que ça vient de mental, ou alors comme tu l'avais si bien dit Gilles, il y a un problème à Océane, quoi. Oui, je sais pas qui a foutu une malédiction. Là. J'ai dit, c'est ni physique, ni mental, ni psychologique. C'est juste à ce niveau-là, c'est un envoûtement chamanique sur le stade Océane pour cette année où de toute façon, on n'a rien vu. Ce à quoi, bon, c'est. On a l'habitude, mais c'est terrible de se dire qu'on s'est habitué. Hein. Il faut pas s'habituer à quelque chose comme ça. Tu l'as dit, la deuxième mi-temps a été poussive, c'était haché par les fautes. Autant en première mi-temps, on n'était pas du tout à notre avantage, mais bon, au moins il y avait un semblant de continuité dans le jeu qui faisait que c'était pas si dégueulasse que ça à regarder, même si pour les Havrais c'était dur. Et en plus, Ajaccio n'y arrivait pas. Ils ont eu leur transversale sur la toile de Gorgelin qu'ils n'ont pas conclu en première mi-temps, qui leur met un peu la tête dans le sac. Vu que peu de temps après, Bonnet marque sur penalty. Cornet confirme, mais à un moment, tu sais pas pourquoi, t'as Meras qui patine aussi. Parce que c'est aussi Meras là qui autant il avait été fort à Auxerre, autant là il a eu un moment d'absence mais costaud, les relance dans l'axe, marquage à 10 mètres, parce que le but d'Ajaccio il a aussi sa part dans la possibilité de centre faite par l'Ajaxien, donc il y a de ça aussi qui fait ça, et la fin de match ça ronronne. Ça ronronne gentiment jusqu'à la fin, on prend un partout et on est en mode David Goodenough. C'est pas si mal. C'est pas si mal, ouais, mais c'est quand même dur d'être dans du c'est pas si mal jusqu'à la fin de saison, surtout vu ce qu'on va dire à la fin de l'émission concernant la partie communication à Romain. Après, oui, juste pour continuer sur l'analyse, j'ai la sensation que sur ce match, Bonnet n'était pas entre les lignes en plus. Il était souvent même au niveau du milieu de terrain, voire même un peu au niveau défensif. Est-ce que c'est ça qui joue? Je sais pas. Mais bizarrement, Bonnet moins entre les lignes, il y a eu moins de jeux, moins d'attaques vers l'avant. Et aussi, surtout, je sais pas si vous avez remarqué, mais Ajaccio a fait énormément de ballons vers l'avant, en l'air, de longs ballons devant. Et souvent, ça n'a pas marché. Et on a eu de la chance que, on se prend un but. Il est ce qu'il est, le but, mais on aurait pu se prendre le même exactement 5 minutes plus tard. Et là, le même joueur, il rate un truc incroyable. Donc on peut s'estimer même chanceux sur ce match de ne pas finir avec une défaite. Jeune joueur d'ailleurs de 17 ans, faudra retenir son nom, vu qu'il était pas loin de marquer un doublé. On verra ce que ça donnera pour la suite. J'ai discuté avec notre ami de Hackstat là, dernièrement, et le Hack est encore en lice pour battre 3 tristes records. Le nombre de victoires à domicile le plus petit sur une saison, c'était 5 à domicile en 1971. On est à 3, il reste 3 matchs.
On peut aussi Et battre le pas des record petits, de pas la. des petits, hein. Et pas des petits Ouais. parce qu'il y a Toulouse et Troyes dans le lot. Donc, On peut aussi ça peut malheureusement tomber. battre aussi le record de la plus mauvaise attaque à domicile sur une saison. On a 11 buts et le record est à 16. Oh, La c'est plus battu mauvaise ça. attaque à domicile. Ouais, je suis d'accord avec Florian. Je vois pas comment on va pouvoir ne pas le battre. On va Faudrait battre mettre, un super ballon. faudrait mettre 2 buts à la maison à chaque fois, on le fait pas depuis 23 matchs, hein. C'est vrai. Et bah, donc, à mon avis, ça sera Il n'y a pas battu. le Et le mais dernier, enfin, et le dernier, donc on a 17 points à domicile. Le record le plus petit date de 1971. Si on remet la victoire à 3 points, bien sûr, ça fait 19 points. Voilà. Et on est à 17. ça va peut-être s'égaliser ou être Il vaut ou, mieux, ou au il vaut moins être mieux, il vaut au-dessus. mieux. C'est peut-être. Et par contre, les deux premiers dont tu nous as parlé, ouais, ceux-là, ils ont de bonnes chances d'être battus. Et à ceux qui pensent justement que le football, c'est que des résultats, ça c'est bon pour du football en tant que tel. Là, on parle de football professionnel. Il y a quand même une notion de plaisir et de spectacle à apporter à ceux qui sont en tribune, parce que tu peux pas quand même contenter ton public de victoires 1-0 poussives. Alors, en plus, les victoires 1-0 poussives, on les a pas souvent. Alors, si en plus t'as pas les résultats, voilà, faut juste donner faut mettre un petit peu de sel sur la soupe fade, quoi. C'est juste ça qui nous permettrait de faire le pont. Et en parlant de public, nous, à notre niveau, nous en avons terminé. Mais maintenant, chers amis auditeurs, vous avez les paroles. Activez-vous, c'est maintenant. Tu as eu beaucoup de travail, Romain, sur la semaine dernière, 2 matchs, beaucoup d'événements dans la vie du club. Donc, il y a eu de la matière et nous allons t'écouter, nous donner les morceaux choisis. Alors, je vais vous partager, comme il y a eu 2 matchs, je vous partage quelques tweets retenus en avant-match de AGA Hack, des petites boutades. On a Hervé Bizal qui nous dit: Imagine, tu privilégies Quentin Cornet à Marmoud. Je le sais, c'est pas possible, mais imagine. Ceux auxquels Avec, avec le recul, forcément, c'est drôle, mais on va en parler d'une autre manière. On en parlera dans les prochaines semaines d'Elias Marmoud. Vous en faites pas, on va en parler. Allez, j'enchaîne avec des réactions d'après-match de notre ami Thomas Basile. Donc, il dit que c'est un match référence pour sa part, un match ouvert sans surprise par rapport aux objectifs des deux clubs, des vrais sérieux, malins qui ont tenu bon et qui auraient même pu gagner ce match. Match nul logique, certes, mais beau dans le jeu. Style Hack qui nous parle d'une bonne soirée après l'excellente émission en rapport à notre émission avec Jamel et Benidia. Merci Merci. pour le compliment. Un bon match de nos ciels et marines ce soir et un point précieux dans la course au maintien. C'était le sentiment lundi dernier, oui. On avait commencé le petit débat tout à l'heure dans notre débrief. C'est Julien Le Cacheur qui nous dit: C'est rare que je dise cela, surtout cette année, et encore plus quand un match nul, mais merci au Havrais ce soir, à part Fontaine, ils ont fait honneur au maillot. Match emballant, porté par un énorme Alioui, Cornet et Merache. 2 points de perdus. Bah, c'était peut-être, ouais, il y avait peut-être ce sentiment-là, mais au final, la frappe à la dernière minute nous dit, oh, finalement, c'était peut-être pas. Mais dans les intentions, c'était bien, c'est qu'il y avait au moins l'intention d'essayer d'aller prendre potentiellement les 2 points de plus plutôt que de se contenter du point. Ça déjà, c'est bien. Ça, c'est déjà très très bien. Ouais, moi j'ai trouvé qu'on avait un visage où on disait à l'adversaire: on n'a pas peur. Et raccord en plus, c'était parfaitement raccord avec ce que Jamel nous disait, c'est que le hack ne doit plus être là pour être là, mais doit à nouveau refaire peur. Donc on était exactement dans la continuité de l'émission de la semaine dernière. Je continue avec Jonathan qui nous dit: un très bon match dans l'ensemble. Un gros point négatif, c'est la prestation de Koulibaly, catastrophique, et le but vient de son côté. Retour d'Imad qui fait plaisir. Boutaïb, je ne sais toujours pas pourquoi il est sur le terrain. Par contre, un bon Gorgelin, match nul logique. Alors, Koulibaly, catastrophique ou pas? Bah, le souci de Koulibaly, c'est qu'on attend d'un défenseur, évidemment, bon, là, je vais enfoncer une porte ouverte, qui défende, et c'est un peu un de ses soucis. Il a une bonne qualité de projection vers l'avant, il est un petit peu brouillon sur ses passes. Donc évidemment, en plus quand tu affrontes des mecs comme Saki, Autré, Dugimon, c'est vrai que pour Koulibaly c'est un peu dur. Donc sur ce match, c'est vrai que c'était compliqué. Après sur le but, bon, je crois que c'est lui qui fait la passe à Fontaine qui perd le ballon. Ça vient un peu des deux. Après sur le marquage, la passe est super bien mise. Évidemment, tous les buts sont dus à une erreur et c'est évitable, mais ouais, sur ce match catastrophique, peut-être pas mauvais,
mauvais match, oui, on va dire. Le problème de Woyo, en fait, c'est que son mauvais match à Auxerre, il faut pas oublier qu'il y en a deux autres avant. Il y a Sochaux et il y a déjà Caen où c'était pas, où c'était le seul Havre qui était en dessous des autres. Et le problème qu'on avait avec Woyo, c'est qu'on avait cette envie de toute façon de garder cette ligne de 4 pendant longtemps, mais que Woyo, c'est un des rares postes où, en fait, tu peux pas changer parce que le seul qui peut aller vraiment à sa place, c'est Gibaud, et Gibaud, tu le veux dans l'axe. Donc c'était un peu compliqué. Est-ce qu'on l'a gardé un peu contre vents et marées en lui faisant confiance, ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, c'est juste ça. Mais il est clair que le pauvre Voyo, ça fait 2-3 semaines où c'était beaucoup plus compliqué que ce que ça n'était avant. Et en plus, quand tu vois la fin de match contre Ajaccio, quand tu vois que l'altère droit c'est Fontaine et que le milieu droit c'est Bonnet, bah, et que toi t'es défenseur, bah j'aurais un petit peu la haine quand même. Voilà. Ça. On en a connu des joueurs sur le banc qui auraient potentiellement pu avoir leur place à un moment donné dans une configuration et qui ont tâté du banc de touche. C'est possible. Ensuite, c'est peut-être une manière de le piquer. C'est peut-être une manière de le piquer. Mais on verra les prochaines compositions. Il y a un autre joueur qui a été mis en avant par les internautes, c'est Abdelli, puisqu'il est revenu sur le match face à Auxerre, il est rentré. Et justement, ça peut ouvrir un petit débat, puisqu'il y a eu deux visions des choses sur Abdelli. Je vais commencer par RS4 Gris-Nardo. Un match de qualité, on aurait mérité la victoire sur la deuxième période. Retour d'Abdelli égale bonne fin de saison. Avec Alioui et Bonnet en forme, ça risque d'être beau à voir. Et l'autre vision de partie des Havrais, bravo, la bémol pour Abdelli, était-il vraiment prêt à entrer en jeu? Son entrée fut catastrophique et il a tout raté ou presque. Il n'y a pas de nuance dans les propos, hein. C'est soit c'est formidable, soit c'est catastrophique. Oh. Et il revient après une blessure de durée moyenne. Non, moi, j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel, mais comme tout joueur qui revient comme ça, puis Imad, pour moi, c'est pas un joueur, vu que c'est pas un joueur qui est dans l'explosivité, il a quand même besoin de rythme, ça reviendra pas tout de suite. On a eu confirmation d'ailleurs contre Ajaccio, voilà, faut qu'il monte en temps de jeu pour pouvoir avoir un niveau plus important. J'enchaîne sur l'avant-match de AKCA, messieurs. Donc, Quentin Cornet avait déclaré que Paul Le Guen l'avait piqué plusieurs fois. Et donc, suite à ça, Thibaut Théa nous dit Cornet piqué plusieurs fois, il va être dans son élément au vaccinodrome. C'était très bon, ça c'était excellent. Et je voulais partager avec vous la vision de ce match face à Ajaccio, parce qu'on a tous une vision, tous une sensibilité un peu différente par rapport à ce match, et ce que ça représente aujourd'hui pour l'histoire du club. Et donc, Polo LH, je trouve qu'il a bien résumé la situation. À la différence du FCR et du Stade Malherbe de Caen, ce match est une rivalité sans être un derby. Toutefois, si en termes de rivalité, ça reste bien loin du FCR, on n'est pas loin d'être au même niveau que le Stade Malherbe de Caen, mais pour des raisons différentes. Stade Malherbe de Caen égale une rivalité régionale et Ajaccio une rivalité due à des différents faits sur X années. Ouais, c'est totalement ça. Moi, j'attendais ce match et je voulais absolument pas le perdre. Et de toute façon, malheureusement, depuis les incidents à Ajaccio, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ce club. Donc ouais, non, moi c'est vraiment le match à pas perdre et je l'avais dit hier dans le groupe, si on si on perdait ce match, pas sûr de faire l'émission tellement que je serais devenu rouge. Bah, moi, vous savez, vous connaissez mon avis, hein, j'ai déjà donné. Moi, je suis plutôt pour la normalisation des relations bilatérales, comme on dit au Quai d'Orsay, sachant que moi, je veux pas les battre parce qu'ils nous ont fait un coup il y a 3 ans. Je veux juste les battre parce qu'il y a 3 points, parce qu'il y a 3 points à prendre. Et la rivalité en fait d'Ajaccio, les incidents qu'il y a eu entre Ajaccio, ça date pas seulement des playoffs. Il y a déjà eu des antécédents avant. Au moment du volcan islandais au nom imprononçable, on n'avait pas pu y aller, on avait perdu par forfait. Un match à Deschazos, je me souviens, où à la fin, notre COP avait envahi le terrain pour protéger les joueurs, et on s'en était tiré à la commission de discipline avec que dalle, vu que Jean-Pierre Louvel avait fait un numéro de duettiste. Donc voilà, il y avait un terreau quand même, mais ce serait bien, c'est maintenant, ce serait bien de passer à autre chose, parce que moi, mon objectif, c'est juste de monter, hein. Que ce soit et qu'il soit avec nous dans l'ascenseur, bah tant pis, hein. Le plus important, c'est de monter, hein. Je vais pas,
Ça va pas me dire. Moi, le plus important, c'est le hack. Allez, j'enchaîne avec les réactions d'après-match. Roméo Clos qui nous parle d'un match interminable et un niveau de jeu de série matin. Pas de construction, des longs shoots vers l'avant en espérant lancer Thierry. Le seul qui joue au ballon, on le sort. Il fait référence à Cornet. Dieu que c'était moche. On mérite de perdre ce match. Il n'y a aucune excuse tant que c'était moche. C'était moche. Est-ce qu'on mérite de le perdre? Je suis pas loin d'être d'accord. Je suis pas loin d'être d'accord avec lui. Disons que Ajaccio peut peut-être se demander comment il a fait pour pas le gagner. Jonathan qui nous parle encore d'un match où l'on joue pour ne pas perdre, ça devient pathétique, personne ne monte en attaque et Gorgelin, il a repris ses bonnes habitudes avec ses sorties hasardeuses. Les Corses auraient mérité la gagne. On reste pareil. Voilà, et je voulais partager avec vous une stat qui fait mal, parce qu'on aime bien partager des stats. Donc là, c'est Cyr V3. Sur les 6 derniers buts, 4 pénaux, 26 buts sur toute la saison. Tu retires les 5 pénaux marqués, les 4 ou 5 de CSC qu'on a gagnés. Ça fait 16 buts dans le jeu en 32 matchs, c'est pathétique. On gagne 1-0 et on reste en défense. 22 matchs à domicile sans marquer plus de 2 buts. Et sans oublier que la plupart, c'est sur des contres favorables. Ouais, voilà, ça revient à ce qu'on dit, j'essaie déjà de penser à la saison suivante et qu'il faudrait au moins 1 ou 2 attaquants et 1 ou 2 créateurs en plus dans cette équipe, parce que je pense que la défense et le milieu et le gardien, ça fait le taf. Sans non plus être exceptionnel, ça fait le boulot, on concède pas énormément de buts, ça peut être solide, par moments ça peut même proposer des très très bons matchs, et c'est juste devant que c'est catastrophique, quoi. Donc faudra améliorer cet axe-là. J'espère que le recrutement se fera pour, parce que sinon on va repasser une prochaine saison magnifique. On teasera pour la saison prochaine parce qu'on va pas parler actuellement du recrutement qui va se passer, même si on a lu des choses cette semaine. Mais quand on entend que le souhait de Paul Le Guen est de réduire l'effectif et la masse salariale, alors qu'on était déjà sur certains postes assez courts, il n'y a qu'à voir en défense et en attaque, c'est très court, ne serait-ce qu'en nombre. Ça promet. Je pense au niveau du casse-tête de l'organisation d'effectifs, on aura largement de quoi en parler les semaines suivantes. En tout cas, chers amis auditeurs, comme à chaque fois, nous le répétons, vous avez du talent. Et vu que vous êtes encore là, la plupart d'entre vous peut-être sont abonnés. Et ça tombe bien, vu que le hack a voulu vous donner la parole. On va débriefer ce qui s'est passé au niveau de la communication du hack. C'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue à vous dans cette émission Le Hack au contact. Je suis tout à fait prêt à jouer le jeu, à répondre de façon tout à fait transparente. Elle est bienveillante, cette première question. Ça nous donne forcément aussi des regrets de les avoir vus partir. Je fais du mieux possible. Les résultats sont certes décevants cette année, mais j'espère qu'ils vont me maintenir leur confiance. Je décide. Alexandre est très bien rentré lors du match à Toulouse. On a surtout privilégié la raison. Conserver l'espoir de monter en Ligue 1. Les choses sont claires, sont dites, que votre effectif est un peu moins puissant que celui de la saison d'avant. Je réponds aux supporters, je n'en sais rien. Des imperfections, mais c'était pas facile. Il a été pénalisé pendant la première partie de saison par ce Covid. Je comprends leur déception. Je vous demande de rester des vrais supporters. Plusieurs projets venus du hack ces dernières semaines nous ont agréablement surpris. Ça avait commencé par une interview classique accordée par Pierre Ventier à France Bleu au camarade François Monori, salut François, dont nous avions parlé la semaine dernière. S'en est suivi le Speaker Challenge de notre camarade Pierre Pisavi-Hiverno, l'émission Face aux abonnés où Olivier G a présenté des questions d'abonnés à Paul Le Guen et entre autres l'envoi du coup d'envoi du match de samedi soir avec une lettre d'accompagnement. Ajouter à ça des appels directs passés par le club, dont certains par le capitaine lui-même, et on sent un changement fort dans la communication du doyen. Ces mesures seront-elles suffisantes pour garder un lien qui se distend par l'absence et la distance? En tout cas, ici, aux activistes, nous sommes enthousiasmés par la direction que prend le club. Nous avions souligné le manque à ce niveau et que ça fait plaisir de voir cela. Néanmoins, comme vous le savez, nous sommes taquins ici, et dont une fois nous avons parlé de ces faits, nous posons quelques peut-être questions interdites que Olivier G n'aurait pas pu poser à Paul Le Guen, mais que nous allons lui faire passer. Romain, c'est sympa ce qu'on voit au hack actuellement, au moins sur le plan de la communication. On avait pleuré toutes les larmes de nos corps à ce niveau-là en disant mais il n'y a rien, ça ne se passe pas, et d'autres internautes étaient autrement plus virulents. Je pense à Oxford 92 qui n'hésite pas à le dire régulièrement qu'il y a un gros manque à ce niveau-là. Au moins
on pourra dire que ces dernières semaines, il y a eu une tentative plutôt réussie de rattrapage. Ouais, tout à fait. Je pense que l'essai, il est marqué. Maintenant, faut transformer. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bonne volonté de ce côté-là ces dernières semaines. Et moi, j'encourage le club à continuer. J'ai répondu à une enquête là qu'on a reçue par mail. Je les encourage encore à plus s'ouvrir. Alors, je sais qu'on est en période Covid, j'en suis conscient, mais je parle de l'après-Covid. Si on pouvait organiser des rencontres, j'aimerais qu'on s'arrête pas au mot abonné, mais qu'on élargisse le cercle. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément abonnées, qui font vivre aussi le club, rien que par leurs achats sur la boutique ou rien que par leurs actions sur les réseaux. Voilà, moi ce que je demande, c'est de continuer dans ce sens-là. C'est vraiment très bien. On a apprécié les dernières actions ces dernières semaines. Il faut vraiment continuer. On encourage le club à continuer et à élargir le cercle de gens avec qui ils peuvent interagir. Florian, même question pour toi. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu justement cette accélération au niveau de la communication du hack sur les réseaux, sur le site et dans la participation qu'il voulait avoir pour ne pas perdre le lien avec principalement les abonnés, vu que c'est la cible principale qui a été eue ces derniers temps, mais vu que de toute façon ensuite ça part aussi sur les autres, en gros pour tous les passionnés du hack. C'est toujours positif. Dès qu'il y a du mouvement autour d'un club, ça ne peut qu'être positif. Après, je comprends que pour l'instant, qu'ils ne ciblent que les abonnés parce que c'est beaucoup plus facile niveau base de données. Pour ma part, je suis abonné, donc évidemment, tu as l'adresse mail, tu as le numéro de téléphone, tu as plein de données qui sont utiles, par exemple, si tu veux contacter. Pour des personnes qui ne sont pas abonnées, pour récolter ces données, c'est un peu plus compliqué. Mais justement, commencer par les abonnés, ça va attirer les autres, les expatriés et tout ça. Et pourquoi pas ensuite les contacter et organiser quelque chose d'autre. Après, pour l'interview de Paul Le Guen, je me doutais que ça allait pas être des questions qui allaient le mettre dans une position compliquée. Ensuite, les coups de téléphone, j'en ai reçu un. J'en ai reçu un coup de téléphone d'un employé de la boutique du hack. Donc c'est plutôt sympathique. Ils sont pas obligés de le faire, hein. Bon, après, je suppose que ça fait partie de leur boulot, tout ça, mais c'est vraiment sympathique. Et tous ceux, les fans qui ont un coup de téléphone d'un de leurs joueurs préférés, ça doit être plaisant. J'ai vu aussi qu'ils ont contacté l'abonné le plus, comment dire ça, l'abonné le plus L'abonné fidèle. historique à tous les sens Voilà, du terme. Il est abonné c'est ça. depuis que les abonnements sont disponibles au hack. Donc ça remonte à presque 60 ans, je crois, de mémoire. Ça, je trouve ça magnifique parce que faut aller le retrouver. Ça fait un petit article, ça fait le petit côté feel good. Pour ajouter à ça, si on peut leur donner des idées s'ils écoutent, j'ai vu les idées passer sur Twitter, hein, sont pas de moi, évidemment. Mais j'aime énormément en plus, sans vouloir dénigrer, on va dire un jeune, j'ai 25 ans, voir des anciens buts de qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, par exemple il y a 30 ans, un but d'un joueur que malheureusement je n'ai pas pu voir jouer, ou je sais pas, cette saison-là il s'est passé ça, des interviews d'anciens joueurs, j'ai vu toutes ces idées qui sont passées, qui sont pas bêtes, avoir une petite interview de, je sais pas moi, de Jérémy Hénin, de Jean-Michel ou des anciens joueurs, voir une compilation de buts. Chez nous d'abord. Oui, par exemple, tout bête, faire une sorte, pas de concours, mais je vois que souvent sur différents réseaux, alors après je sais pas si les clubs le font, faire un top 10 des meilleurs buts de l'histoire du hack ou quelque chose comme ça peut être, ça fait participer les fans, ça fait un petit côté feel good, pour les anciens qui les ont vécus, ça fait un petit peu de nostalgie, on sait très bien que la nostalgie c'est ce qui marche le mieux ces temps-ci dans tous les domaines dans le monde, donc ouais non, c'est un bon début de voie ouverte, il n'y avait pas grand chose avant, ça commence à être un petit peu mieux, voir si ça se poursuit. J'ai énormément aimé le défi du speaker. Alors moi je suis un petit peu introverti donc je l'ai pas tenté, mais j'ai bien aimé ça. En plus il y a notre speaker, il a toujours cette joie de vivre quand on voit des vidéos, donc ouais non c'était super plaisant, et voir ça sur les écrans, même s'il n'y a pas de fans, c'est toujours un petit kiff, donc ouais non c'est très bien pour l'instant. Ils tentent des choses. Moi, j'aime bien quand on tente. Je préfère qu'on tente et qu'on se vautre que l'inverse.
Ouais, je voulais ajouter quelque chose pour rebondir sur le défi du speaker et pour encourager le hack à continuer. C'est que nous, chez les activistes, on a répondu présent. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, on répondra présent. Enfin voilà, moi je lance l'appel. Si le hack veut faire quelque chose avec nous, il n'y a aucun souci. Nous, on répondra présent. Chaque bonne initiative pour porter dans ce sens-là est bonne à prendre. Et nous, bien évidemment, on était là dans notre manifeste, autant là pour critiquer les mauvaises choses que pour saluer les bonnes. Il était hors de question qu'on ne salue pas ce qui se passe ces derniers temps. Mais bon, c'est le moment d'être taquin, messieurs. Tu le disais, Florian, les questions ont été au début bienveillantes au hack et en gros c'était le point en fait qui posait souci, c'était le recrutement. Il n'allait pas y poser. Il a posé. Paul Le Guen a répondu aux questions. Mais maintenant on va essayer d'imaginer des questions un peu plus vachardes par exemple. Moi j'en ai une par exemple que j'aurais aimé lui poser. C'est vu qu'à chaque fois qu'il revient de sélection, Hervé Basile est blessé. Est-ce que vous avez discuté avec les autorités de Port-au-Prince pour le déchoir de sa nationalité haïtienne? Parce que ça pourrait être gentil, un truc comme ça. Toi, Romain, pareil, est-ce que tu aurais quelque chose, une question un petit peu piquante à poser à Paul Le Guen? Il a parlé un peu des joueurs qui sont très rapidement, des joueurs qu'il a recrutés, etc. Mais moi, j'aurais voulu enfoncer un peu le couteau dans la plaie sur les Turcs qui sont déjà repartis depuis le mois de janvier, qui sont Ersoy et Ben Mohamed. Il avait qualifié ça de demi-échec. Moi, je veux l'entendre dire que c'est un échec. Oui, voilà. Il a eu un joli mot aussi pour parler des. Je l'ai pu là justement, le mot qu'il a dit pour des imperfections dans le recrutement. Il a des imperfections dans le recrutement. J'aurais bien appuyé là-dessus, moi. Ouais. Effectivement, on pourrait lui dire est-ce que ça date de Lyon, votre connaissance des synonymes pour pas dire échec, ou est-ce que vous l'avez appris ici? C'est vrai. Florian, est-ce que tu avais une question aussi un peu vacharde à poser à Paul Le Guen? La question, elle est simple. Je pense qu'il aurait botté en touche, mais comment passer d'un match comme Auxerre plaisant dans le jeu à une soupe fade contre Ajaccio, et ce tout le temps? Je ne comprends. Enfin, je sais même pas s'il peut avoir cette réponse. C'est le jeu, toujours le jeu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. On avait eu un débat au début de saison. Est-ce qu'on préfère les résultats et absence de jeu, ou l'inverse? On a dit qu'on préférait les résultats. Le problème, c'est que maintenant, on n'a plus les deux. Donc, moi, je voudrais au moins un petit peu de jeu, s'il vous plaît. Il reste 6 matchs ou 7 matchs. S'il vous plaît, donnez-nous un petit peu de jeu, quoi. Non, mais en fait, si tu as du fan à un moment, c'est pour nous laisser un peu de sel dans nos commentaires, parce que sinon, effectivement, on serait trop gentil, on serait trop mignon. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il nous en laisse un petit peu et que de temps en temps, la soupe servie est fade. En tout cas, c'était bien sympathique. Messieurs du hack, c'était vraiment bien. Continuez comme ça nous a beaucoup plu. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% Ciel et Marine du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Geffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes et en attendant, allez le hack et allez le have. Merci.